Come on in. Have a seat, won't you? Oh, thank you, sir. We'll begin our interview in just a moment. Let's hold down more camera. Judge Kennedy, what is your opinion of Mr. Wells' radio play? Well, I certainly have an opinion. I think suits should be filed against him and the Columbia Broadcasting System for their wrongdoing. Wells' performance on the radio Sunday evening was a clear demonstration of his inhuman instincts and his fiendish joy in causing distress and suffering all over the country. He is a carbuncle on the rump of degenerate theatrical performers, and he should make amends for his consummate act of asininity. La guerre des mondes, d'Orson Welles. Jamais une pièce radiophonique n'avait soulevé un tel tollé, ni semé une telle confusion. Plus d'1 million de personnes convaincues un bref instant que les États-Unis étaient mis à sac par des envahisseurs extraterrestres. Et un pays tout entier sidéré par sa propre crédulité. Please tell us, were you at all surprised by the reaction to the radio broadcast? I think the reaction was the most damning indictment of the stupidity of the masses. Now, I appreciate what CBS and radio have done for the world. But why not respect that appreciation and not destroy all faith and confidence we have in the greatest means of getting information about the world, radio? Remarquablement adapté par Orson Welles, La guerre des mondes allait devenir le programme le plus célèbre de toute l'histoire de la radiodiffusion. Celui que les Américains surnomment encore l'émission de la panique. Tout commence quelques minutes après 20h, heure de l'Est, par un dimanche soir semblable à n'importe quel autre. Une fois le dîner terminé et la vaisselle faite, un peu partout dans le pays, les gens chez eux allument le poste. The Columbia Broadcasting System and stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns. Nous sommes le 30 octobre, veille d'Halloween. Parfois appelée la nuit des farces, la nuit du diable ou la nuit de l'enfer. Depuis 200 ans, elle est l'occasion de faire toutes sortes de canulars. Mais en cette année 1938, elle va aussi faire ressurgir les angoisses profondes de l'Amérique. Now, Miss Hoadley. Yes? Can you describe the events that happened to you on the evening of the broadcast? Of course, yes. Well, returning that evening from a delightful Vesper service and 62-cent dinner at Hyler's, it's delicious, I changed into my housecoat and prepared to shorten my velvet skirt. Automatically, I reached out and turned on the radio. The makers of Chase and Sanborn coffee, the superb blend you know is fresh. Ce soir-là, plusieurs dizaines de millions de personnes sont devant leur poste de radio. Mais la plupart d'entre elles n'attendent pas la guerre des mondes. L'événement phare de la soirée est présenté par le ventriloque Edgar Bergen et sa marionnette Charlie McCarthy. Vedettes improbables de l'émission de variété Chase et Sanborn sur la fréquence NBC. A haunting we will go, a haunting we will go. Hey, Charlie, the word is hunting. Well, not on Halloween, it ain't. Thanks, Charlie, but we'll let Nelson Eddy do the singing. And it's the rousing, rip-roaring song of the vagabonds. Mais dès la fin du premier sketch, au moment de l'interlude musical, des millions d'auditeurs commencent à changer de station. On utilisait le bouton de la TSF pour zapper, comme on le fait aujourd'hui avec la télécommande de la télé.
Les gens ont tourné le bouton. C'était pile au moment où les choses commençaient à se corser dans la guerre des mondes. Ils avaient raté le début. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une fiction. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. All of a sudden, a startling announcement. Professor so-and-so from Princeton University had just observed several explosions on the planet Mars, shooting out great jets of blue flame, traveling at a rapid speed toward Earth. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. We have dispatched commentator Carl Phillips to the scene. Then, suddenly, another announcement, a news bulletin. Carl Phillips out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Farmer in Grover's Mill, New Jersey, had reported a meteor had fallen on his farm. And what did he say about it? He describes a hissing sound and a streak of greenish light that hit the earth with such force it knocked him from his chair. So I got the story just when the radio announcer was asking the fella in New Jersey what it felt like seeing what happened in his backyard. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in the field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. Realism got me. Breaking right through. I didn't know then it was a play. I swallowed the whole thing as it came over the air, like a new national emergency or something. En cette fin des années 30, les gens sont particulièrement sensibles aux fantômes de la crise. Près de 10 ans après la Grande Dépression, qui a jeté leur pays en plein marasme économique, des millions d'Américains contemplent désormais avec tristesse leurs poches et leurs placards vides, ainsi que la perspective d'une vie pleine d'incertitudes. On a le krach boursier, suivi par le chômage de masse et par une effroyable crise bancaire. Des centaines de banques en faillite. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Franklin Roosevelt a compris à quel point cet effondrement terrorisait les gens. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Il a su voir que le sentiment qui dominait le pays dans les années 1930 n'était pas la colère ni le ressentiment à l'égard du système capitaliste ou des patrons qui avaient licencié un nombre record d'employés, mais plutôt la honte et la peur. Surtout la peur. Suite à la Grande Dépression, la TSF est devenue une véritable bouée de sauvetage. En 1938, elle trône à la place d'honneur dans près de 80% des foyers. Les chômeurs américains n'arrivent plus à payer les traites de leurs voitures et de leur lave-linge. Ils renoncent à leur téléphone, mais ils continuent à acheter des postes de radio par millions. We interrupt our normal schedule briefly to bring you a special bulletin from the Press Radio Bureau. Depuis quelques années, les nouvelles apportées par les ondes sont peu réjouissantes. The worst storm in years along the eastern seaboard has taken a death toll estimated at more than 200 lives. Untold damages were left. Des histoires tellement inouïes qu'elles semblent presque impossibles à croire. Et pourtant, elles sont vraies. The sympathy of the world goes out to Colonel Lindbergh and his devoted wife in their supreme anguish at the kidnapping of their baby son, Charles Augustus Lindbergh Jr. Ladies and gentlemen. Ils entendent d'innombrables témoignages et vivent en direct d'innombrables tragédies. En mai 1937, un terrible accident se produit. Le Hindenburg, un dirigeable commercial allemand, s'embrase en plein vol au-dessus du New Jersey.
It's bursting into flames. Get it started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the morning fast, and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's crashing to the ground. All the humanity and all the passengers screaming around. Pendant ce temps, la possibilité d'une guerre en Europe se précise. President Roosevelt again appeals to Hitler to preserve peace. Ce qui commence à se produire à l'étranger est encore pire, parce que désormais, les Américains ne sont plus seulement menacés au sein de leurs frontières, mais aussi de l'autre côté de l'océan. Pendant 18 jours, en septembre 1938, la radio ne parle plus que de l'Europe, tandis que la volonté affichée par Hitler d'annexer les Sudètes provoque la crise de Munich. Le monde est au bord de la guerre. Quand les gens se levaient le matin, ils entendaient Hitler vociférer. Il y avait une traduction simultanée de ces discours. Les bulletins d'information ont commencé à devenir plus fréquents. En septembre 1938, les Américains étaient habitués à voir les programmes interrompus par des flashs d'information. Les gens étaient vraiment suspendus à la radio. Nous sommes Américains et nous voulons croire que nous serons préservés de tous ces conflits tragiques qui cernent l'Europe. Mais nous pressentons que nous serons sans doute emportés aussi. Et donc, c'est une période marquée non seulement par beaucoup de peur et d'inquiétude, mais aussi par l'appréhension face à ce que nous réserve l'avenir. Nous sommes à peine un mois après la fin de la crise de Munich. Un mois qui s'est écoulé dans une paix très incertaine. Et c'est dans ce contexte que depuis un obscur petit village du New Jersey parvient ceci. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. And before I knew it, strange creatures were wafting out of the thing. And they were spraying the crowd with light rays. And the people were emitting, bellowing, agonizing noises. And Phil was screaming into the mic. Some shape is rising out of the pit. And make out a small beam of light against a mirror. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. The mic went dead. Le micro s'est tu. Silence. Orson was standing in the middle of the Orson était planté au milieu du studio d'enregistrement et il a fait comme ça. Taisez-vous. Et il a maintenu la pause pendant un très long moment en faisant ce geste. C'est un grand moment pour Orson Welles, 23 ans, réalisateur de l'émission The Mercury Theatre on the Air. Debout sur l'estrade du studio numéro 1 au 21e étage de l'immeuble de CBS à New York, face à 10 comédiens et 27 musiciens qui attendent impatiemment ses instructions, le metteur en scène impose un silence assourdissant. Orson était sûrement le plus grand metteur en scène de radio et aussi le plus novateur. Il transgressait des règles qui n'existaient même pas. Dans les milieux du théâtre, on le considère déjà comme un artiste majeur. En tant qu'acteur de radio, il a un nombre impressionnant de rôles à son actif. Il lui est arrivé de contribuer, souvent anonymement, à 25 émissions en une seule semaine. Pour les auditeurs qui reconnaissent sa voix, il est The Shadow.
I will trap this killer for you. Un justicier énigmatique, censé posséder le pouvoir de troubler l'esprit des hommes. Maneuvered your submarine alongside the ship just as I planned. Mais il s'est surtout fait connaître grâce au succès retentissant de plusieurs mises en scène subventionnées dans le cadre du New Deal. Tyrant, show thy face! Son adaptation de Macbeth, transposée à Haïti et jouée par une troupe entièrement noire dans un théâtre de Harlem, lui vaut une réputation à la fois de jeune prodige et de provocateur. Comme l'écrit Time Magazine, il est la plus claire des lunes qui brille sur Broadway. Avec son associé John Houseman, il apporte sa sensibilité singulière au Mercury Theatre on the Air, une émission qui propose aux auditeurs de CBS des adaptations radiophoniques de grands classiques de la littérature. The Columbia Network is proud to give Orson Welles the opportunity to bring to the air those same qualities of vitality and imagination that have made him the most talked of theatrical director in America today. L'idée de la guerre des mondes venait d'Orson Welles lui-même. Il pensait que ça ferait une excellente pièce radiophonique. Son coproducteur, John Houseman, n'était pas d'accord. Mais Orson lui a dit « C'est un de mes romans préférés. J'admire énormément H.G. Wells. » Houseman a levé les yeux au ciel. Il était sûr que Wells n'avait jamais lu le livre et qu'il voulait juste voir si l'idée prendrait. Dans son roman publié en 1898, l'écrivain britannique H.G. Wells fait le récit terrifiant d'une invasion martienne hostile en plein cœur de la campagne anglaise. Pour en faire l'adaptation, Orson Welles demande à son scénariste Howard Koch de transposer l'action aux États-Unis. Koch pensait que c'était impossible. L'idée ne lui plaisait pas. Il voulait faire autre chose. Mais là encore, Orson Welles a insisté. Un lundi, une semaine avant la diffusion de l'émission, le scénariste désespéré s'arrête dans une station-service le long de l'Hudson River pour acheter une carte du New Jersey. Il ferme les yeux et choisit au hasard le point d'atterrissage des Martiens. Grover's Mill, dans le New Jersey, c'est là que les Martiens atterriraient. Et aujourd'hui, Grover's Mill est sans doute un des endroits les plus célèbres des États-Unis à cause d'un événement historique qui n'a pas eu lieu. Dans les jours qui suivent, harcelé par Houseman, Koch rédige à la hâte une première version du scénario. Et le jeudi, la troupe fait une répétition qui est gravée sur un disque de cire à l'attention d'Orson Welles. L'enregistrement lui est livré au Saint-Régis Hotel. Car comme d'habitude, son emploi du temps surchargé ne lui laisse pas un instant pour préparer l'émission de la semaine avant la toute dernière minute. Dans la nuit du vendredi, vers 1 ou 2 heures du matin, moins de 72 heures avant de passer en direct à la radio, Welles écoute enfin la pièce. Son verdict, profondément rasoir. Lors de la première réunion pour la guerre des mondes, l'avis général était « Ça va être d'un ennui mortel, c'est complètement ringard. Que peut-on faire pour mettre du piment et rendre la pièce plus excitante ?» Plus tôt dans la soirée, en écoutant CBS, Orson Welles est tombé sur une pièce d'Archibald MacLeish, intitulée Air Raid. C'est une fiction, mais elle est présentée à la façon d'un flash spécial. We've got them now. We see them. They're out of the dazzle. They're flying fighting formation and column. Squadron following squadron. 10, 15 squadrons. Bombing model closely. Ils travaillent d'arrache-pied sur le scénario de la guerre des mondes pour trouver un moyen de le raviver et ils finissent par avoir l'idée d'utiliser des bulletins d'information. Pourquoi pas? Nous sommes à 1 mois après la crise de Munich. Ces flashs d'infos étaient monnaie courante à la radio. Orson Welles s'en est inspiré. Les gens étaient sur des charbons ardents. Comme nous aujourd'hui, à chaque fois qu'on entend « Nous interrompons ce programme pour un flash spécial ». Ils avaient peur que ce soit grave. Ils craignaient d'avoir une pièce de musée poussiéreuse et insipide. Du coup, ils sont allés à l'extrême inverse. Le vendredi, après quelques heures de réécriture, le scénario est transmis au service juridique de CBS pour validation. Redoutant un procès en diffamation, les avocats de la station interdisent catégoriquement l'emploi de noms d'individus et d'organisations existants. Ils ne réclament pas moins de 28 corrections.
Enfin, le dimanche arrive. Dans l'après-midi, Orson Welles profite de la répétition générale pour renforcer le réalisme du programme en jouant simultanément sur les dialogues, le rythme et la musique. De son côté, le comédien Frank Reddick, chargé d'endosser le rôle de l'envoyé spécial Carl Phillips, descend chercher l'inspiration dans les archives sonores de CBS. Il écoute plusieurs fois les récits des témoins du crash du Hindenburg. It bursts into flames. Get this, Charlie. It's terrible. Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames. And Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods. The fires, the gas tags for the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our... Can you tell me the most frightening moment for you? The awful silence of the broadcaster. I presumed he had fallen with the dead because he stayed to witness the awful sight until the last moment, at his own risk, to do his duty and be of service to the world. Well, the organ music had just started when it was cut off, and this voice was saying, "The cylinder lies in a deep crater. No signs of life evident. Blackened corpses are strewn about." Well, my lower jaw's down on my chest, and I'm bearing my ears out to assure I'm hearing right. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight... Lorsqu'on a dit pendant l'émission qu'il s'agissait d'une invasion martienne, certains ont trouvé ça invraisemblable et ils ont décidé que c'était de la fiction. Mais d'autres se sont dit, peut-être qu'il y a des créatures intelligentes sur Mars et qu'elles viennent pour nous dévorer, littéralement. My neighbor came to the door excitedly. Come quickly, she says. There's something on the radio I want you to hear. What is it about? I asked. I was starting to get curious. Marsmen, came her reply. That was her reply. Marsmen, she said. I was still skeptical, but not for long. I mean, hasn't science proved that there is life on Mars through their observations? En 1938, la plupart des gens n'étaient pas affectés par la pollution lumineuse. On pouvait sortir de chez soi la nuit et contempler le ciel. Et pour ceux d'entre nous qui l'ont observé, Mars a toujours occupé une place à part, à cause de sa couleur. Reconnaissable à sa lueur rougeâtre, Mars fascine et déconcerte depuis des siècles. La distance qui sépare Mars de la Terre permet juste de l'apercevoir. On en voyait assez pour se dire que c'était une planète qui ressemblait à la Terre, mais pas tout à fait assez pour déterminer ce qu'il y avait dessus. C'était donc une planète entourée de mystères. Au début du XXe siècle, les imaginations s'enflamment quand l'astronome Giovanni Schiaparelli affirme avoir observé un réseau de minces lignes géométriques à la surface de Mars. Il appelle ça des canali. Mais la traduction anglaise sème le trouble dans les esprits. En anglais, le mot canali a été traduit par canals, qui se réfère plutôt à un ouvrage artificiel, en particulier au XIXe siècle, qui fut marqué par la construction de grands canaux. C'est un mot qui implique de façon inhérente un travail d'ingénierie. S'il y a des canaux, il y a forcément des bâtisseurs de canaux. Même si elle est écartée par la plupart des scientifiques, l'idée d'un peuple martien bâtisseur séduit les esprits. Elle alimente des théories délirantes qu'on retrouve bientôt dans la fiction, les chansons populaires et au cinéma. It's no use, Flash. You mean we're gonna crash on Mars? Look, Doc, we're heading straight into the beam.
Quelques années auparavant, en 1924, le service de communication de l'armée américaine a demandé à toutes les radios du pays d'interrompre leurs émissions pour permettre à ses ingénieurs d'intercepter des signaux en provenance de la planète rouge. Et 3 jours seulement avant la diffusion de la Guerre des mondes, une revue scientifique a publié l'interview d'un célèbre astronome scandinave confirmant la présence de vie sur Mars. On n'arrêtait pas de parler de Mars. Si bien qu'en 1938, lorsqu'on a annoncé que des Martiens avaient débarqué à quelques kilomètres de New York, cette planète était déjà très présente dans l'imagination des gens. We take you now to the field headquarters of the state militia near Grover's Mill, New Jersey. This is Captain Lansing of the Signal Corps, attached to the state militia, now engaged in military operations in the vicinity of Grover's Mill. The cylindrical object, which lies in a pit directly below our position, surrounded on all sides by 8 battalions of infantry. Looks almost like a real war. There appears to be some slight smoke. À 20h15, heure de l'Est, les téléphones se mettent à sonner dans tout le pays. Très inquiets, les Américains veulent avoir des nouvelles de leurs proches et de leurs amis. Ils cherchent aussi à obtenir la confirmation de ce qu'ils entendent à la radio. Au revoir. Wait a minute. Dans les heures qui suivent, les rédactions des journaux, les stations de radio et les postes de police sont submergés d'appels. Well, I can't help that, ma'am. We just don't know anything about it. Well, did I say something about a quiet Sunday evening? What's going on? Très vite, d'étranges dépêches commencent à tomber dans les agences de presse. À Bergenfield, dans le New Jersey, au nord de Grover's Mill, une vingtaine de familles débarquent dans un poste de police avec toutes leurs affaires entassées dans leur voiture. À Indianapolis, une femme se précipite à la chaire d'une église méthodiste en criant que la fin du monde est arrivée. Et dans l'État de Washington, une panne de courant qui coïncide avec la diffusion de la pièce radiophonique plonge la petite ville de Concrete dans l'obscurité. Terrifiés, les habitants s'enfuient dans la montagne. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. Here's a special bullet in New York. Well, my wife, she came in, my wife just wringing her hands and wailing away, her eyeballs about to pop out onto her lap, going, what is it? What is it? What could it be? Is it the Germans? Well, she hadn't heard the word Martians, but I had. It is a brief statement informing us that the charred body of Carl Phillips has been identified in a Trenton hospital. Now here's another bulletin from Washington. Nous nous croyons très intelligents. Mais si quelque chose nous indique l'existence d'un danger, nous allons automatiquement, instinctivement chercher à nous protéger. La peur d'abord, et ensuite seulement la raison et les faits. Et les gens étaient alors tellement angoissés par la dépression, la guerre et tout le reste, qu'ils étaient déjà programmés pour être plus réceptifs aux signaux de danger. Ils étaient déjà en alerte. Crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray. Their apparent objective is to crush resistance, paralyze communication, and disorganize human society. Here is a bulletin from Baskin. We all felt it was the end of the world. It was the one in my heart didn't fail me because I'm nervous anyway. So I just ran out the house. I guess I didn't know what I was doing. I kept saying over and over again to everybody I met, don't you know? New Jersey is destroyed by the Germans. It's on the radio. Une armée d'envahisseurs extraterrestres. À la fin des années 30, on pouvait rapidement remplacer martiens par allemands. Parce qu'on se réfère par défaut à ce qu'on connaît déjà. On a développé des raccourcis. On compulse nos archives mentales pour voir ce que ça représente. Hitler liked to start invasions on weekends. It was a way, he said, of catching other nations napping. Dans les premières minutes de l'émission, ils ont utilisé beaucoup de mots-clés. Ces choses-là ont un pouvoir très fort sur nous, même si c'est inconscient et indépendant de notre volonté. The monster is now in control of the middle section of New Jersey and has effectively cut the state through its center. Communication lines are down from Pennsylvania to the Atlantic Ocean.
Railroad tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued except... When I got home, I woke my nephew up. I looked in the icebox and saw some chicken left from Sunday dinner. I said to my nephew, we may as well eat this chicken. We won't be here in the morning. Highways to the north, south, and west are clogged with frantic human traffic. L'horloge du studio numéro 1 indique maintenant 20h30. Au cours des 12 dernières minutes, Orson Welles et sa troupe ont tué Carl Phillips, massacré la milice du New Jersey et lancé une invasion grandeur nature des États-Unis par les Martiens. Ce qui est incroyable, dans la première partie de l'émission, c'est la rapidité à laquelle tout se produit. On sait aujourd'hui que ça ne pourrait jamais aller si vite. L'armée prête en 15 minutes et ainsi de suite. Mais Welles a utilisé ce rythme pour piéger les gens et leur faire perdre tout sens critique. Hypnotisés par sa voix, plusieurs millions d'auditeurs se sont laissés convaincre que tout ça se passait en temps réel. La crise est à son paroxysme lorsque le comédien Kenneth Delmar s'approche du micro et, conformément aux instructions d'Orson Welles, livre sa meilleure imitation de Franklin D. Roosevelt. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the... Les gens connaissaient la voix de Roosevelt. On avait annoncé que c'était celle du secrétaire aux Affaires intérieures, mais ils ont dit « on a entendu le président ». Ici, l'angoisse était telle que le non-verbal l'a emporté sur le verbal. Au beau milieu du discours de Delmar, un téléphone sonne dans la régie. Le responsable de la diffusion décroche, puis se précipite hors du studio. John Houseman racontera qu'à son retour, quelques instants plus tard, il était d'une pâleur mortelle. Les patrons de la radio ont ordonné qu'on interrompe immédiatement l'émission pour préciser qu'il s'agit d'une fiction. Le standard est débordé. Il faut à tout prix rassurer les auditeurs. Mais Orson Welles est au micro et c'est lui qui mène la danse. Il refuse de s'arrêter. Newark, New Jersey. Newark, New Jersey. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Reaches south. My mouth dropped open as I listened to the incoming announcements. Bayonne, New Jersey, calling Langham. And then familiar names of cities. Bayonne and then New York and New Jersey. Cut off? Gas masks, the useless men are dropping like flies? New York City, the bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in the last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads. I had become so frightened that I began to cry. I immediately ran downstairs and grabbed my mother and my coat and key. I kept coughing and crying, Mother, we're all going to die tonight. Mother, the black smoke is getting the best of me. Can't you smell it too? And over in my mind, these facts kept racing. Take highways to open spaces. Keep cool and calm. And beware of gas. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Urge population to open spaces. Bob, turn around. Go back. Go back. Bob, I want to go home. I want to go home. Congested areas. Smoke now spreading. Ils sentaient une odeur de fumée. Ils entendaient des bruits. Ils voyaient des choses. Ça semble irrationnel, farfelu, stupide. Mais ça ne l'est pas. Sauf si on considère le cerveau comme un organe parfaitement rationnel. Or, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il prend les faits, leur applique le filtre des sentiments et produit une opinion. Or, les sentiments liés à la peur ont un effet physique viscéral très puissant sur la perception humaine. Martian cylinders are falling all over the country. One outside of Buffalo, one in Chicago, St. Louis. Seem to be timed and spaced. Now the first machine reaches the shore. En regardant par la fenêtre, certains auditeurs ont vu beaucoup de voitures dans les rues et ils se sont dit « Bon sang, tout le monde part, il faut qu'on s'en aille aussi ». D'autres ont vu des rues complètement vides et ils se sont dit « Bon sang, tout le monde est parti, il faut qu'on s'en aille ». I insisted to Mr. Zimmer that we drive anywheres, either into the phenomenons or away from them, if that were possible. I grabbed my picture albums.
I guess I figured I could show him to St. Peter, like before and after pictures. Because I figured when I saw him, I'd just be a charred piece. We at this point had begun to measure our time on Earth in a matter of a few hours. And then we changed to a special broadcast from a cathedral in New York City describing 5 war machines that have lined up on the Hudson River preparing to destroy the city. The streets are jammed, the bridge is crowded, people jumping into the river like rats. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. À 20h42, Orson Welles fait enfin une annonce, 10 bonnes minutes après avoir reçu les instructions de CBS. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in an original drama. Bien sûr, à ce stade, beaucoup d'auditeurs sont occupés ailleurs. Quand la deuxième partie de l'émission a commencé, les gens faisaient leurs valises, sautaient dans leur voiture et roulaient vers la campagne. Je ne sais pas combien d'entre eux ont entendu la deuxième partie. Pas beaucoup, à mon avis. My sister and I started out for Long Island, and we hailed a cab, and then we went to a cafe near 52nd on 8th Avenue, and I told the bartender about the end of the world, and he tried to calm the pair of us down by saying, well, if the end of the world is here, why not take it with a smile? And we did. We had a Scotch highball apiece. And we felt good that we were gonna die around a few men. And then we had a second one. And then at that time we knew the Lord had sent us to the right place. By the thought that I may be the last living man on earth. Tandis qu'Orson Welles poursuit sa pièce, un déluge d'appels continue de prendre d'assaut les standards de tout le pays. Dans certaines villes, des rumeurs circulent. On parle de cas de suicide et de morts dus à la panique. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theatre's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Well, my wife and I were driving through the redwood forest in Northern California when the broadcast came over our car radio. I forgot we were low on gas, and in the middle of the forest, our gas ran out. Well, there was nothing to do. We just sat there holding hands, expecting any minute to see those Martian monsters appear over the tops of the trees. All we could think of was to try and get back to Los Angeles to see our children once more. When Orson said it was a Halloween prank, it was like being reprieved on the way to the gas chamber. It was 11 o'clock when we heard it announced that it was only a play. It sure felt good, just like a burden had been lifted off. Mais dans les locaux de CBS, l'épreuve ne fait que commencer. Tout de suite après l'émission, la police et les journalistes ont investi les studios. Ils ont pris à partie Orson Welles et son coproducteur, John Houseman, en exagérant la gravité de la situation. Savez-vous que des gens sont morts sur les routes en fuyant le New Jersey? Ils ont cru qu'on allait les jeter en prison. John Houseman a raconté le cauchemar qu'ils ont vécu dans les heures qui ont suivi. On nous a fait sortir très vite du studio pour nous conduire au sous-sol dans un bureau. Là, nous sommes restés au secret, pendant que les employés de la radio s'empressaient de récupérer, détruire ou mettre sous clé tous les scripts et les enregistrements de l'émission. Le lendemain matin, le 31 octobre, le retentissement qu'a eu la pièce radiophonique fait la une de tous les journaux du pays. Il est question d'accidents de la route, d'ébauches d'émeutes et de hordes de gens paniqués dans les rues. It was like in a packed theater, and an announcement was made that the theater was afire. Something like that would lead to the arrest and imprisonment of somebody. I don't know if that program violated any set laws, but it certainly was an example of wolf, wolf. Au Congrès, le sénateur de l'Iowa, Clyde Herring, demande qu'une loi soit votée
pour créer un organisme national de censure de la radio. Et le président de la Commission fédérale des communications ordonne l'ouverture d'une enquête sur la responsabilité de CBS. Quelques heures à peine après la diffusion, la radio, quant à elle, avait déjà reçu des centaines de réclamations indignées, dont certaines laissaient présager une vague de procédures judiciaires. I've had almost no sleep, and I know less about this than you do. I haven't read the papers. Considérant que le mieux à faire est de présenter des excuses, les patrons de CBS organisent en toute hâte une conférence de presse. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. La déclaration d'Orson Welles à la conférence de presse est une de ses meilleures performances d'acteur. Il savait que sa carrière était en jeu et qu'il devait tout faire pour montrer qu'il était sincère. Mais à en croire Houseman, il n'était pas du tout désolé. Il était même plutôt satisfait de ce qu'il avait déclenché avec cette émission. I don't know what the legislation would be. I know that almost everybody in radio would do almost anything to avert the kind of thing that has happened, myself included, but I... Pâle et mal rasé, semblable, dira-t-il plus tard, au premier martyr chrétien, Orson Welles joue son rôle à la perfection. Pour quelqu'un d'aussi intelligent que l'était mon père, il était difficile de concevoir que les gens aient pu gober une chose pareille. Franchement... You might have taken advantage of the public. I simply don't know. I can't imagine an invasion from Mars would find ready acceptance. Bien sûr, il était choqué et consterné, mais il était aussi conscient du fait que soudain son nom s'est allé à la une de tous les journaux du monde. Il était devenu une vedette internationale du jour au lendemain grâce à cette pièce. Et ça, je ne crois pas qu'il le regrettait. Pour Orson Welles, la seule suite concrète de toute cette affaire prendra la forme d'une récompense. Orson disait « On n'a jamais beaucoup aimé cette émission ». Bien sûr, elle avait terrifié la moitié du pays. Mais pour ce qui est du programme lui-même, le Mercury Theatre on the Air s'est enfin trouvé un sponsor. La marque de soupe Campbell s'est proposée et c'est devenu le Campbell Playhouse. Si Orson Welles était capable de vendre une invasion martienne à des millions de personnes, vous imaginez ce qu'il pouvait faire pour les soupes Campbell. La guerre des mondes a vraiment marqué un tournant dans la carrière de mon père. Avant sa diffusion, il était réputé à New York en tant que metteur en scène de théâtre et en tant que personnalité de la radio. Mais ce n'était pas une vedette internationale. Et tout d'un coup, Hollywood a commencé à lui faire la cour. Orson Welles profite de sa nouvelle notoriété pour signer un contrat sans précédent à Hollywood. Les studios RKO l'engagent pour écrire, produire, réaliser et interpréter un film par an. Sa première œuvre sera l'inoubliable Citizen Kane. Au départ, quand les studios hollywoodiens ont contacté mon père, c'était parce qu'ils voulaient qu'il adapte La guerre des mondes au cinéma. Mais bien sûr, une fois à Hollywood, mon père n'avait absolument aucune envie de réaliser un film basé sur la guerre des mondes. Il voulait faire quelque chose d'inédit. Il était très excité par ce nouveau média. La guerre des mondes restera un moment clé dans la vie d'Orson Welles et dans l'histoire du pays qui l'a terrorisé. Sincerely, when I hear a news bulletin coming over the radio in the future, I shall say, Gerda, this is just another one of that Ori Wells hallucinations. You know, think nothing of it. Whereupon I shall definitely be soothed. Suite à l'émission, plusieurs milliers d'Américains ordinaires écrivent à la Commission fédérale des communications, à CBS et à Orson Welles lui-même. Certains encensent la pièce. Messieurs, voici une orchidée pour vous et pour toute la troupe de la guerre des mondes.
Et on t'avoue, j'ai eu la peur de ma vie. Félicitations pour cette émission. Merci encore pour les sensations fortes. Pour moi, la visite des Martiens sur notre planète était un chef-d'œuvre de réalisme. D'autres la critiquent vertement. C'était une horrible farce à faire à des gens innocents. C'était une grave erreur. Une très... Ça a vraiment été une nuit affreuse. Je crois que vous seriez plus en sûreté sur Mars. Montez dans une fusée et ne vous retournez pas. For those of us that love our country, we don't want that kind of hoax put over the air. We want government-regulated radio. We're opposed to every little city in this country getting a radio station and putting whatever they want over the air. We need a radio dictator. Pour beaucoup de gens, cependant, le problème ne vient pas tellement de l'émission elle-même, mais plutôt de ce que révèle la réaction des Américains. So you yourself did not believe the hoax? No. Those who are deceived by the dramatic reenactment would, in an ideal society, be sterilized and disenfranchised. Such damn fools. It shakes one's faith in democracy to think that such hysteria and panic can affect those who are supposed to vote intelligently next week. Cet avis sera également celui des journaux, pendant les 2 semaines où ils continueront de couvrir l'événement, publiant au total près de 12 500 articles. Tous les journalistes sont d'accord pour pointer les auditeurs du doigt. Pour Dorothy Thompson, qui applaudit Orson Welles dans sa célèbre chronique, l'incident a brillamment prouvé le pouvoir de la propagande. Elle écrit « Il y a un mois, Hitler a mis toute l'Europe à genoux. Mais lui au moins avait une armée et des avions pour étayer ses éclats de voix. Monsieur Welles a réussi à démoraliser des milliers de gens avec rien du tout. » La radio a la capacité de transmettre une voix unique à une audience de masse. On a un nombre sans précédent de gens qui entendent le même orateur fascinant s'adresser à eux tous en même temps, dans le même but et avec le même dessein. Et les conséquences d'une telle chose restent à évaluer. Ça peut être aussi bien une simple discussion au coin du feu, vantant les avantages de la sécurité sociale, que les rassemblements de Nuremberg. Mais ça peut être aussi une famille alarmée qui se serre autour de la radio pour écouter les informations sur la crise de Munich ou sur les Martiens qui ont atterri dans le New Jersey. Scouting planes report enemy machines increasing speed northward, kicking over houses and trees in their evident haste to form a control. Les gens qui s'inquiétaient pour la démocratie et la vigueur du débat public ont commencé à se dire: quand on voit le pouvoir de la propagande, ça fait peur. Nous, les Américains, nous devons trouver un moyen d'y résister. Il faut créer des institutions pour ça. Au final, toutes ces protestations resteront sans suite. Le 5 décembre, 5 semaines après la diffusion du programme, la Commission fédérale des communications clôt son enquête et annonce au grand soulagement de CBS qu'aucune sanction ne sera prise. En réalité, la station de radio a déjà pris des mesures préventives et conclut une sorte d'accord sur l'honneur avec la Commission en promettant de ne plus utiliser de faux bulletins d'information dans des œuvres de fiction. De nombreux procès ont été intentés contre Orson Welles et CBS, mais aucun n'a donné lieu au paiement de dommages et intérêts. Aujourd'hui, on accuse même la presse d'avoir beaucoup exagéré l'ampleur du mouvement de panique. Mais nul ne peut nier qu'il s'est passé quelque chose ce soir de 1938. Quelque chose qui a hanté les États-Unis pendant plusieurs décennies. C'est un moment clé de l'évolution de la sensibilité américaine dans les années 30. Cette atmosphère de peur et d'anxiété, ce besoin d'être rassuré et ce sentiment qu'à n'importe quel moment, une force destructrice pouvait venir du ciel, de l'étranger ou de l'intérieur même du pays. Je pense que la guerre des mondes s'adressait directement à ces peurs et ces anxiétés. Ce n'était pas seulement une réaction ridiculement irrationnelle. Il me semble difficile de blâmer les gens qui ont surréagi à l'émission. Les systèmes de survie submergent la raison de façon immédiate, instinctive et très puissante.
C'est une réalité physique très forte qui provient d'une qualité intrinsèque de l'animal humain. C'est une vérité universelle. I know I will remember the night of Sunday, October 30th, 1938 for as long as I live. And no one can share my feelings because I cannot explain them. But I hope that no one, not even the worst of people, ever feels the way I did last night. And I hope and pray that I never hear anything like it again, because it was the most awful thing I've ever heard. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Dear Mr. Orson Welles, enclosed, please find a bill for the amount of $2.10, which is for 6 highballs. Now, don't get angry. I think someone must give you a laugh. I will settle for a pair of tickets to your theater or the Kate Smith Hour. Isn't that fair enough? Respectfully, Mrs. Anna Farrell. P.S. Have since given a laugh to hundreds who did not hear the broadcast and many who still think we're nuts.